Aujourd'hui, on va explorer cette idée vertigineuse, l'unicité technologique. Pour cette plongée, on s'appuie sur un texte vraiment fascinant de Pierre Frazer, qui est linguiste et sociologue. Son article s'intitule Unicité technologique, neutralité et usage de l'IA. Et notre mission, c'est de comprendre comment une même découverte peut être à la fois le meilleur et le pire. On va partir d'un récit incroyable pour éclairer les dilemmes de l'IA aujourd'hui. C'est une idée qui est assez contre-intuitive. On aime bien classer les choses, penser qu'une technologie est bonne ou mauvaise. Oui, c'est plus simple. Exactement. Mais l'unicité technologique, c'est l'idée que toute innovation qui est vraiment efficace, elle est neutre par nature. Elle est juste un outil, un amplificateur. Comme un marteau, hein. Voilà, c'est l'exemple classique. Un marteau, c'est parfait pour construire une cabane, mais on peut aussi défoncer une porte avec. La technologie, en elle-même, n'a pas d'intention. C'est ce qu'on en fait qui peut être tout blanc ou tout noir. Mais on va voir que cette neutralité est bien plus complexe que ça. Alors, pour rendre ça concret, la source nous emmène dans un des chapitres les plus sombres du XXe siècle, la Première Guerre mondiale et l'invention du gaz moutarde. On a toutes et tous en tête les images d'horreur des tranchées. Ah oui, et le gaz moutarde, c'était une horreur d'un tout autre genre. Ce n'était pas une arme de bravoure, de corps à corps. Il n'y a pas de héros face au gaz. D'ailleurs, Fraser cite une phrase de l'historien Cook qui est glaçante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Avec le gaz moutarde, il n'y avait aucune bravoure. Juste des hommes tombant à genoux, la gorge oppressée, lentement asphyxiés. C'est une mort industrielle, silencieuse et atroce. Et les chiffres donnent le vertige. Le texte mentionne qu'en 1917, en l'espace de 3 semaines à peine, plus de 14 000 militaires sont morts comme ça. 14 000 ? Mais il y a un détail que Fraser souligne, qui est une ironie de l'histoire absolument folle. Une des victimes les plus célèbres du gaz, c'était un jeune caporal allemand de 29 ans, touché en 1918. Il est devenu temporairement aveugle. Cet homme, c'était Adolf Hitler. C'est du détail qui fige le sang, oui. Et on pourrait croire que l'histoire de cette arme s'arrête là, reléguée au livre d'histoire. Alors pas du tout. Elle refait surface en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que tout bascule. On est en 1943, en Italie. Exactement. Le président américain Roosevelt a peur que les forces de l'Axe utilisent leurs propres armes chimiques. Alors il autorise l'envoi de stocks de gaz moutarde en Europe, comme une sorte d'arme de dissuasion. Un navire marchand, le John Harvey, est donc chargé de transporter en secret plus de 2000 bombes de gaz moutarde. Sa destination, Bari, dans le sud de l'Italie. Attendez, donc on a un navire rempli d'armes chimiques, amarré dans un port civil et militaire très fréquenté, et toute la mission est classée ? Secret défense. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est la recette d'une catastrophe. Et c'en est une. Le 2 décembre 1943, la Luftwaffe lance un raid aérien surprise et dévastateur sur Bari. C'est un carnage. L'attaque tue 1 millier de personnes, 17 navires alliés sont coulés. Et parmi eux, le John Harvey. Oh non. Le navire explose dans une déflagration spectaculaire et il libère tout son chargement toxique, dans l'air et dans l'eau du port. Un nuage invisible et mortel s'abat sur la ville. Et sur place, c'est le chaos total, j'imagine. Personne ne comprend ce qui se passe. Les médecins doivent être complètement désemparés. Totalement. Ils voient arriver des centaines de marins et de civils avec des brûlures étranges, des problèmes respiratoires graves. Les marins qui ont sauté à l'eau pour fuir les flammes sont couverts d'une sorte d'huile, visqueuse. Le bilan officiel, tiré de la source, fait état de plus de 628 militaires hospitalisés, juste pour l'exposition au gaz, dont 83 mourront. Et les civils ? On estime qu'au moins autant de civils ont été touchés. Et comme la cargaison était secrète, les médecins traitent les symptômes sans connaître la cause. Ils sont dans le noir le plus complet. D'accord, là on est en plein désastre, une tragédie humaine et militaire. Comment est-ce que quoi que ce soit de positif peut émerger d'une telle situation, Bran ? C'est ici que l'histoire prend ce fameux tournant. C'est ici. Face à cette crise sanitaire inexplicable, le général Eisenhower, qui commande les forces alliées, envoie un expert sur place, le lieutenant-colonel Stewart F. Alexander. C'est un médecin, un spécialiste de la guerre chimique. Sa mission, comprendre. Comprendre ce qui a bien pu causer de tels symptômes. Et il va se mettre au travail dans des conditions qu'on imagine à peine. Oui, il passe plus d'1 an à enquêter, il réalise plus de 600 autopsies sur les victimes. Plus de 600 ? C'est énorme ! C'est énorme. Et en examinant les corps, il remarque une constante, une signature terrible laissée par le gaz, une destruction massive des globules blancs. Le système immunitaire des victimes est anéanti. Il comprend que le poison s'attaque de manière très ciblée à la moelle osseuse, l'usine de fabrication de ces cellules.
Et c'est là qu'il a ce coup de génie. Il ne s'arrête pas au constat. Exactement. C'est là que la pensée bascule. Alexander se pose une question révolutionnaire. Si ce poison est capable de stopper la multiplication rapide et saine des globules blancs, pourrait-il faire la même chose avec la multiplication anarchique, incontrôlée, des cellules cancéreuses? Comme dans les cancers du sang, Justement. notamment la leucémie ou les lymphomes, où les globules blancs prolifèrent de manière anormale. Il a donc l'idée d'utiliser un poison de guerre comme un médicament. C'est fou. C'est une idée folle, mais brillante. Et ce qui est intéressant, comme le précise Fraser, c'est que l'idée n'était pas sortie de nulle part, mais elle était confinée dans le plus grand secret. Dès 1942, deux pharmacologues de Yale, Goodman et Gilman, avaient déjà testé un dérivé du gaz moutarde, la méchlorétamine, sur des cellules anormales. Ah d'accord, il y avait déjà des recherches. Oui, mais c'était de la recherche fondamentale, très secrète. Personne n'était au courant. Donc la tragédie de Barry a été la confirmation à grande échelle, sur des humains, de ce que ces chercheurs suspectaient en laboratoire. Exactement. Les observations cliniques d'Alexander ont été la preuve tragique mais irréfutable dont la science avait besoin. Elles ont validé l'approche de Yale et ont permis de lancer les tout premiers essais cliniques sur des patients atteints de lymphome. Les résultats ont été spectaculaires. Et c'est l'acte de naissance de la chimiothérapie. Voilà. Un traitement qui a depuis sauvé d'innombrables vies est né directement des cendres d'une attaque aérienne et d'une arme de destruction massive. C'est l'exemple parfait de l'unicité technologique. Le même composé chimique, la même propriété biologique, détruire les cellules qui se divisent vite, peut être utilisé pour tuer massivement sur un champ de bataille ou pour sauver un patient dans un hôpital. La source souligne bien que l'inverse aurait été tout aussi possible. Tout à fait. On aurait pu découvrir un traitement contre le cancer, puis quelqu'un aurait pu réaliser que ses propriétés en feraient une arme terrible. Et le point central de Fraser, c'est que ce n'est pas une anecdote. Ce schéma se répète avec chaque grande avancée. Prenons le nucléaire, par exemple. C'est l'exemple classique, mais Fraser lui donne une tournure intéressante. Oui, au lieu juste de dire bombe contre centrale électrique, il rappelle l'existence du programme Atoms for Peace dans les années 50. C'était une campagne de com mondiale menée par les États-Unis pour promouvoir les usages civils du nucléaire. L'idée était de dire... Regardez, la même physique qui a détruit Hiroshima peut aussi alimenter vos villes et guérir des maladies. La dualité n'était pas un effet secondaire, elle était au cœur de la manière dont la technologie a été vendue au monde. Le potentiel de création était indissociable du potentiel de destruction. C'est beaucoup plus subtil. Et ça s'applique aussi à des technologies plus proches de nous, comme la voiture autonome, qu'on nous promet comme la solution miracle aux accidents de la route. Exactement. Les algorithmes de vision par ordinateur, de reconnaissance de forme, bref, tout ce qui permet à une voiture d'éviter un piéton. Ce sont les mêmes que ceux qui permettraient à un drone militaire de sélectionner une cible sans aucune intervention humaine. C'est la même technologie de base. Identique. D'un côté, on sauve des vies sur l'autoroute, de l'autre, on automatise la guerre. Le code est le même, seul le contexte change. Et bien sûr, il y a l'exemple que nous vivons toutes et tous au quotidien, Internet. À l'origine, une promesse d'accès universel au savoir, la plus grande bibliothèque de l'humanité. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on voit bien que ces mêmes protocoles qui permettent l'échange de connaissances scientifiques servent aussi à propager la haine et la désinformation à une vitesse fulgurante. Et ce qui est fascinant, c'est que la source convoque le sociologue Jacques Ellul pour expliquer pourquoi les usages les moins nobles finissent souvent par dominer. qu'est-ce qu'il disait, Ellul ? En substance, Ellul pensait qu'un média de masse, que ce soit la presse, la télé ou aujourd'hui les réseaux sociaux, ne pourrait jamais fonctionner à grande échelle en étant purement intellectuel. Pourquoi ça ? Parce que les gens ont un besoin psychologique fondamental d'un exutoire, un endroit pour déverser leur passion, leur frustration, leur colère. La technologie est donc naturellement adoptée et optimisée pour les usages qui répondent à ces besoins primaires, car c'est ce qui maximise l'engagement. La recherche de savoir pur est moins engageante, quoi. C'est une vision assez pessimiste mais terriblement lucide. On le voit aussi dans un domaine plus léger comme la musique. Le numérique a été une révolution. Toute la musique du monde dans notre poche. C'est un gain immense pour l'auditeur, mais pour l'artiste, Pour l'artiste, c'est souvent une catastrophe. Le modèle du streaming, qui est la conséquence directe de cette dématérialisation, a fait chuter leurs revenus à des niveaux dérisoires. L'avantage pour le consommateur, l'accès infini et quasi gratuit, est directement et structurellement lié au désavantage pour le créateur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. et ce mécanisme, cette tension permanente, nous amène tout droit à la plus grande révolution technologique de notre époque, l'intelligence artificielle.
C'est un peu le gaz moutarde du 21e siècle, avec son potentiel de guérison et de destruction. C'est l'exemple contemporain parfait. Prenez les IA génératives. ChatGPT pour le texte, Midjourney pour l'image, Sora pour la vidéo. Ce sont des outils de créativité et de productivité absolument stupéfiants. On peut générer des concepts, écrire du code, créer des œuvres d'art en quelques secondes. C'est le côté lumineux. Mais le côté sombre est tout aussi puissant et peut-être même plus facile d'accès. Exactement. Ces mêmes outils sont parfaits pour créer de la désinformation de masse. On ne parle plus d'un simple fake artisanal, on parle de la capacité à générer des millions de messages de propagande personnalisés, des deepfakes ultra réalistes pour discréditer un opposant politique. Ou pour créer de fausses preuves dans une affaire judiciaire. Voilà, l'outil qui augmente la créativité est aussi celui qui peut détruire la notion même de vérité. Et dans le domaine de la santé, on retrouve le même dilemme qu'avec le gaz moutarde. Absolument. D'un côté, on a des IA capables d'analyser une radio et de détecter un cancer des mois, voire des années avant le meilleur radiologue humain. C'est une promesse de vie sauvée phénoménale. Mais de l'autre, si ces algorithmes sont entraînés sur des données qui reflètent les biais de notre société, Ils peuvent les reproduire et les amplifier. c'est ça. Par exemple, sous-diagnostiquer une maladie cardiaque chez les femmes parce que les données d'entraînement étaient majoritairement masculines. L'outil qui sauve peut aussi devenir un outil qui discrimine. Donc, si on tire le fil, la conclusion de Fraser est assez radicale. La phrase qu'on entend partout, ce n'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, c'est une simplification dangereuse. C'est une simplification parce qu'elle laisse penser qu'on peut facilement séparer le bon usage du mauvais, comme si c'était deux options. Or, ce que toute cette histoire nous montre, du gaz moutarde à l'IA, c'est que le potentiel mauvais est souvent une conséquence directe, inévitable, du potentiel bon. Ce sont les deux faces de la même pièce. Et exactement. L'efficacité de la chimiothérapie vient de la même propriété qui rend le gaz moutarde mortel. La puissance d'Internet à connecter les gens est la même qui permet de propager la haine. Alors que reste-t-il à faire ? Si on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, est-on condamné à subir les pires effets de nos propres inventions ? C'est la grande question. Et la réponse de Fraser, et de beaucoup d'autres, se trouve du côté de la responsabilité, de l'éthique et de la régulation. Puisqu'on ne peut pas désinventer une technologie, l'enjeu devient comment on construit des garde-fous, comment on encadre des systèmes aussi puissants. La responsabilité ne doit pas peser sur l'outil, mais sur les humains qui le conçoivent, le déploient et établissent les règles. Une question, pour aller plus loin, si on accepte cette idée d'unicité technologique, si on admet que dès qu'une innovation existe, tous ses usages, les meilleurs comme les pires, finiront inévitablement par émerger, alors la question n'est plus faut-il interdire ou non cette technologie, la vraie question devient comment construire une société, des institutions et peut-être même des individus suffisamment résilients pour absorber le choc inévitable de ces pires applications tout en cultivant activement ces meilleures.